et bienvenue dans la 3e édition du sommet des crypto-monnaies. Nous sommes ravis de tous vous accueillir et surtout nous sommes ravis d'accueillir Rémi aujourd'hui. Bonjour Rémi et merci d'avoir encore accepté l'invitation pour la 3e fois. Alors aujourd'hui on a un petit nouveau qui est Julien. Alors Julien, je vais vous laisser vous présenter tous les deux, mais je vais juste faire ma petite intro. Pourquoi Julien cette année? Parce que Julien est très très bon dans les interviews, bien mieux que moi, et donc du coup c'est plus professionnel d'avoir Julien. Et l'idée c'est que l'année prochaine Julien s'occupe des interviews à ma place. Donc on profite de cette année pour vous présenter ce petit nouveau dans l'équipe. Voilà. Un dernier truc que j'aimerais rappeler aussi, l'année dernière on avait eu des questions à ce propos. Pourquoi les vidéos sont préenregistrées à l'avance? Parce qu'on est tous répartis sur des continents différents et que c'est totalement impossible à cause du décalage horaire de faire des lives. Parce que ça impliquerait que nous on dorme pas pendant 3 jours. Et vous, ça impliquerait de regarder ça la nuit pendant que vous dormez. Donc, c'est pas du tout le meilleur setup. C'est pour ça qu'on préenregistre et qu'on se garde par contre un live avec Paul dans le week-end. Voilà. Dernière chose, eh bien, vous savez que comme d'habitude, tous les liens dont on va parler, tous les compléments de nos invités, etc., sont dans le site du sommet des crypto-monnaies et vous avez le lien dans la description. Sur ce, je laisse la place à Julien et à Rémi. Alors peut-être que vous pouvez vous présenter vite fait pour ceux qui vous connaissent pas. Ouais, bah du coup, Julien, vous commencez à me connaître maintenant si vous avez regardé quelques épisodes de cette saison. Alors pour recontextualiser, c'est la saison 3 du sommet des crypto-monnaies. La première saison était orientée plutôt vraiment, on va dire, un état de l'art de la crypto-monnaie, de ce qui existe en général. La saison 2, quant à elle, était orientée plutôt sur les stratégies d'investissement. L'avantage sur ce sommet, c'est qu'on accueille des investisseurs et hommes et femmes avec des profils variés aussi dans leur stratégie. Donc ça a permis à ceux qui nous écoutent d'en apprendre plus sur les différentes techniques. Et cette saison 3, elle se veut sous l'angle un petit peu plus de l'actualité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit les institutions et les gouvernements arriver aujourd'hui dans Bitcoin. On a eu l'approbation des ETF, on en parlera certainement avec Rémi tout à l'heure. Donc voilà, c'était simplement pour resituer. Si vous nous découvrez aujourd'hui, du coup, je vous invite à aller voir les 2 précédentes saisons. Voilà, tout simplement pour apprendre aussi à mieux connaître nos invités que vous voyez passer à l'écran. Tant qu'à moi, oui, vas-y Stéphanie. Je voudrais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié. Il y a aussi dans la description, vous avez un lien vers une infolettre. Alors c'est pas une infolettre, en fait, c'est juste une inscription qui vous permet d'être prévenu pour chaque sommet, parce que les dates changent, c'est jamais les mêmes d'année en année, et vous recevrez rien d'autre que la date. Donc si vous voulez être prévenu l'année prochaine pour le sommet, inscrivez-vous à cette infolettre qui n'est pas une infolettre, c'est juste pour recevoir la prochaine date. Voilà. Parfait. Et puis donc, tant qu'à moi, j'ai créé un podcast avec mes frères, donc qui s'appelle Balado 3.0. Et ensuite, on a initié le projet qui s'appelle Trilem, donc Trilem Media pour nous trouver sur YouTube. Et on accompagne tout simplement les particuliers dans leurs finances. On parle essentiellement de crypto-monnaie, de Web 3.0, mais on parle aussi de finances traditionnelles. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler avec Rémi aujourd'hui. On parle un peu d'immobilier et de façon générale un peu de liberté financière et de psychologie aussi, qui est un thème qui est très cher et qui revient régulièrement sur nos podcasts. Alors Rémi, on se connaît pas encore. Donc j'ai hâte d'aller plus loin dans cette discussion, mais je t'invite à te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas non plus. Avec plaisir. Donc je m'appelle Rémi. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Investir en crypto, qui a 10 000 abonnés pour les francophones il y a déjà 2 ans passés. Mon orientation s'est faite suite aux crypto-monnaies forcément, mais je me suis penché sur la création de trading pour tout ce qui est trading algorithmique. Donc là, je suis sur la création on peut appeler ça un fonds d'investissement, c'est pas encore le cas administrativement. Donc on a levé plus de 2 millions et 270 investisseurs aujourd'hui. Et voilà, notre objectif à travers le projet qu'on a créé avec mon associé qui est pas présent, on est deux pour faire ça, c'est de battre le Nasdaq qui est depuis ces 15 dernières années sur du 17% annuel sans intérêt composé à 28% de drawdown, donc de perte max. Et nous, c'est de battre cet indice-là. Donc ça, c'est le projet qui me définit moi et les compétences que j'ai.
on va avoir un malin plaisir de parler aussi de crypto-monnaie, puisque j'ai passé du coup 2 années à animer pendant, je dirais 2 à 3 vidéos par jour sur YouTube à parler d'analyse technique. Ok, parfait. Bah, Rémi, ça donne une bonne idée de qui tu es. Alors, comme je disais tout à l'heure, on voulait aborder cette saison plutôt sous l'angle de l'actualité. Donc, j'ai quelques questions pour toi. Mais en même temps, je vais prendre la balle au bon et tout à l'heure, j'aurai des questions peut-être plus propres au trading algorithmique parce que c'est quelque chose que j'ai essayé moi-même en fait au début de mon parcours. Avec mon petit frère, on avait lancé des algos et aussi un genre de hedge fund, mais alors pas à ton niveau, je te rassure. Mais quand même, on avait eu une petite expérience et je serais curieux du coup de te questionner un petit peu là-dessus aussi dans une deuxième partie de l'interview. Alors par rapport à l'actualité, comme je disais tout à l'heure, on est sur un cycle qui est un train vraiment qui est différent des autres, mais en même temps chaque cycle est différent. Mais si on devait caractériser celui-ci, on voit que on a eu l'arrivée des ETF, donc Bitcoin, Ethereum. On voit que toute la campagne présidentielle américaine, la crypto est un thème vraiment au cœur des débats, donc ça c'est super intéressant de voir aussi le positionnement de certains candidats à la présidentielle. On a eu plein d'autres choses aussi, j'avais pris quelques notes parce qu'il se passe tellement de choses dans ces cycles-là. On a eu la SEC, rappelez-vous, en début d'année, qui était partie en guerre contre tous les exchanges. Ça, c'était plutôt dans la grosse période de FOD, quand justement les institutions avaient besoin d'acheter, il fallait absolument que les prix baissent. On a eu CZ quand même qui a fait de la tôle. Donc voilà, pas mal de choses. Toi, de ton côté, donc t'es à Dubaï, si j'ai bien compris en ce moment. Dans ta bulle à toi, qu'est-ce que t'as perçu de cette actualité? Qu'est-ce qui t'a marqué plus particulièrement dans cette année, dans ce cycle-là? Moi, ce qui nous a marqué, je pense, c'est aussi l'arrivée de BlackRock. Ça c'était un moment marquant, sachant que à ce moment-là en plus le marché réagissait à la baisse, on pensait que ça allait plus bas, finalement ça a continué à la hausse. On a une montée, on s'est tous dit à un moment donné, avant cette stagnation qu'on est en train de se prendre là, c'est de se dire qu'on aura un cycle accéléré. Visiblement c'est pas trop ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs c'est fait rattraper. Je trouve ça plutôt rassurant d'ailleurs. Donc moi, c'est pour ça, c'est le point clé. J'ai participé à des événements sur Dubaï intéressants où j'ai pu avoir l'opinion d'autres investisseurs bien plus fortunés. Ils ont vraiment des opinions tous divergentes. Il y en a qui parlent de Bitcoin à 100 000 et ça dépassera pas. Il y en a qui parlent de Bitcoin à 300 000 ou plus, ou certains à même 1 million. Donc voilà, les idées divergent. Ils ont chacun leur opinion. Que je partage pas forcément. Moi, pour moi, on va aller sur un truc classique, taper les 150 et voilà. Et après, s'il y a plus, il y a plus. Mais pour moi, on n'ira pas chercher des milliers, des cents. Pour moi, je pense que ce sera du copier-coller des anciens, parce qu'en fait, là, j'ai le cycle qui est sous les yeux. On a toujours après le halving, notamment sur les altcoins, le Bitcoin, ça a tendance quand même à monter un peu après le halving, attendre 200 jours avant que ça prenne vraiment en valeur. Donc moi, ça me choque pas que depuis, c'était quand le halving? C'était au mois de mai, mois de juin. Avril. Avril. Que là, il y a rien, ça me choque pas du tout. C'est même tellement prédictible que ça en fait peur. Ouais. Il y a quand même cette notion qui est différente sur ce cycle-là, en tout cas, c'est que d'habitude, la correction de mi-cycle arrive avant le halving. Et puis là, pour une fois, elle est arrivée après le halving. Et en plus de ça, on a eu un nouvel ATH avant le halving. Ouais. Donc ça, c'est quand même deux notions qui sont quand même différentes sur ce cycle et que, du coup, quel pourrait être l'impact de ça? On verra dans le futur. Mais, je sais pas vous, mais moi je me fais souvent des nœuds au cerveau en me disant c'est quoi le scénario le moins probable. Et quand un peu comme tu disais tout à l'heure, Rémi, je pense qu'on a tous vu un cycle un peu plus moi j'appelais ça un bull run éclair parce que on disait merde, ok c'est ça la surprise qu'on n'attendait pas. Et finalement la surprise qu'on n'attendait pas c'était une feinte et finalement non, c'est normal. Et c'est voir peut-être qu'il va être rallongé, j'en sais rien, tu vois, si on part en mode super cycle. Donc ok. Alors toi de ton côté, tu mises plutôt sur un cycle normal. Tu parles du rythme de Bitcoin qui fait partie de, on va dire, de son ADN. J'avais une question là-dessus un peu plus loin, mais je vais te la poser maintenant. À ton avis, justement, est-ce que l'arrivée des gros capitaux dans Bitcoin va éventuellement
faire changer un petit peu cette chose-là? Est-ce que l'horloge va finir par se détraquer ou devenir un actif un peu classique, où bien sûr on a toujours des marchés haussiers, des marchés baissiers, mais pas de façon aussi chirurgicale qu'on avait à date sur Bitcoin? Est-ce que tu penses qu'il y aura cette influence-là, ou Bitcoin sera toujours Bitcoin, il y aura toujours ces cycles de 4 ans? Pour moi, le cycle de 4 ans, il est ancré dans le cerveau des gens. De toute façon, les gens qui dirigent les fonds de pension, les sociétés, les fonds d'investissement, ce sont des humains. Donc, ils apprennent le Bitcoin de la même manière que les jeunes de 18 ans apprennent le Bitcoin. Donc, pour moi, on va tous, le cycle va rester le cycle. Après, peut-être qu'à terme, je pense pas à ce cycle-là. Je pense pas qu'il va changer. Peut-être dans 10 ans, oui, peut-être que là, ça va se lisser, etc. Et ça se trouve, il y aura encore des cycles, mais ce sera des cycles de 10% de drawdown, enfin, des trucs tout cons. Et du coup, là, oui, on pourra dire que ça a changé. Pour moi, ça ne changera rien. D'ailleurs, le fait qu'il y ait plus de fonds qui arrivent, ça va de soi, parce que aujourd'hui, pour faire bouger le Bitcoin, là, si t'enlèves 10 000 euros, tu vends du Bitcoin pour 10 000 euros, ça bouge pas. Je sais pas en 2010 ce qui se passait quand t'enlevais 10 000 euros, mais à mon avis, ça devait fluctuer. Et du coup, ça fait sens, et je pense pas que ça se changera, le cycle. Et tu penses pas que ça risque de rallonger ou d'écourter les phases à l'intérieur des cycles? C'est-à-dire que, partons du principe que les cycles de 4 ans changent, le fait que les institutions arrivent avec des gros montants, justement, est-ce que tu penses pas que justement, les périodes de range pourraient durer plus longtemps, autant à l'achat qu'à la vente, pour la distribution? C'est possible sur la distribution, parce que c'est vrai que quand on regarde les anciens cycles, c'était un pic rapide, et ça redescendait, alors que quand on s'est tapé juillet... Ouais, quand on s'est tapé l'été, quasiment un an entre 2021 et 2022, c'est possible. J'ai pas construit d'opinion derrière ça. Alors là, on parle beaucoup de Bitcoin, et c'est normal parce qu'il est au cœur de l'actualité et au cœur du système de la crypto-monnaie. Si on parle un petit peu des projets et des grandes narratives, alors ce mot que les gens aiment tant. Chaque bull run a ses narratives, même si on a des narratives qui reviennent régulièrement, comme le gaming par exemple, qui est une des vieilles narratives de la crypto-monnaie qui revient à chaque fois, mais qui n'est pas encore arrivé pour ce cycle-là. Lors du dernier cycle, on a eu la DeFi, on a eu les NFT. Sur ce cycle-là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On a aussi le real world asset, tu parlais tout à l'heure de BlackRock. On sait que le CEO de BlackRock est un grand visionnaire de ce truc-là en tout cas. Est-ce que toi, tu as des narratives un peu chouchou, des choses que tu suis de près, et est-ce qu'il y a d'autres projets que Bitcoin sur lesquels tu investis et dont tu voudrais parler? Ouais, ça a coupé un moment, mais je crois avoir capté ta question. Il y a pas que Bitcoin. Alors déjà, Bitcoin, je ne suis pas investi dessus. Je suis sur les cryptos à titre purement spéculatif. Donc je suis pas là pour holder, donc je ne choisis pas la crypto sur mon cold wallet, etc., puisque je suis sur les exchanges. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que j'ai pas de projet particulier. Je suis pas du tout attaché au projet. Je m'intéresse à là où est-ce que l'afflux de l'argent va. Donc c'est-à-dire la hype. Pour moi, c'est un petit peu dommage, mais je suis pas celui qui va aider l'entreprise, malheureusement. Je suis celui qui va surfer et qui va partir avec l'argent après. Du coup, je vais investir par narratif. Donc moi, c'est un peu j'appelle ça des ETF pour moi. Je me construis mes propres portefeuilles d'ETF. Donc, je vais voir les tops en fait des cryptos. Par exemple, on a parlé de RWA. Pour moi, RWA, c'est les narratifs du moment. Je vais investir sur les 10 premières et je vais mettre un gros pourcentage de mon portefeuille dessus. Voilà. Et donc, je vais même pas chercher à premières, savoir. Tu vas dans, mais tu parles de capitalisation ou c'est ça, juste en termes de capitalisation, de market cap, c'est ça. Et tu prends les 10 premières du coup. Tu restes pas sur les 2-3 leaders. Tu veux aller chercher un peu plus bas pour augmenter la perf. Ouais, parce qu'il y a toujours En fait, pour moi, je pars du principe que les 10 premières, de toute façon, elles ont fait leurs preuves auprès des investisseurs. Okay. Déjà au niveau de la construction du projet. Et donc, s'il doit y avoir une montée, il y en aura sur cela forcément. Donc, et du coup, je cherche pas la pépite.
Du coup, tu fais ça sur les cryptos, mais tu fais ça aussi dans le marché traditionnel. T'as aussi un petit panier de sociétés qui concernent ce genre de narratif aussi? Non, je fais ça. En fait, moi, c'est simple. Comment je fais, c'est que j'ai mon business avec mes trading algorithmiques. Ça me fait un cash flow que j'investis sur les crypto-monnaies. Et puis après, j'attends le cycle. Et en fin de cycle, je revendrai. Et puis après, je réinjecterai dans mes algos. D'accord. Donc j'ai crypto et forex. Un cercle vertueux, ça. Ouais, si ça crache pas. Si ça marche. Si le truc qui l'accroche, c'est le bordel. Exactement, parce que si les cryptos demain, on te dit, c'est pas Trump qui passe, et puis c'est la gauche, et puis qu'on se tape une mandale, et puis il y a un enchaînement de catastrophes, ça marchera pas, c'est sûr. Ok. Est-ce que justement, est-ce que t'as quelque chose, un plan B ou un rebalancement qui fait que justement, si ça se passe mal, ton argent, tu peux le récupérer ailleurs, par exemple, une autre technique, par exemple, sur la finance traditionnelle. Est-ce que tu as un petit panier dans la finance traditionnelle pour combler une perte éventuelle sur les cryptos? Non, le cash flow que je génère, sinon je suis investi 100% de mon patrimoine est investi sur les crypto-monnaies. Donc ce qui me fait vivre à côté, éventuellement, ce serait le cash flow que je générerais. Et alors c'est pas encore le cas, mais le but ce sera de construire une valorisation avec le fonds qui sera revendable, et du coup il y aura une valeur en fait au-delà du cash flow qu'on génère. Sinon il y a rien. Caput, Rémi, ciao bye si les cryptos partent. D'accord. Alors j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet sur ces choses-là, un petit peu les algorithmes, parce que ça m'intéresse. Et en fait, en vérité, moi, je suis un peu comme toi. Je considère que je suis un trader plutôt de momentum, même si voilà, je m'intéresse beaucoup aux projets, à la technologie, donc forcément, j'ai des projets un petit peu plus que je regarde et que je suis, et il y a un peu plus d'affect. Mais malgré tout, je viens plutôt d'un background de trading, et donc c'est vraiment comme ça que je fais. Je n'holde pas après. Je fais de l'intracycle, donc après, quand j'estime qu'on est arrivé au top du marché, je sors et puis on se revoit dans 4 ans. Qu'est-ce que toi tu regardes de ton côté pour essayer d'identifier un peu les flux? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Est-ce que tu as mis en place des bécanes très sophistiquées? Je suis curieux d'en savoir un peu plus là-dessus, si tu veux nous partager ces informations. Tu veux par rapport aux crypto-monnaies? Ouais, aux crypto, et puis après tu me diras si on pourra parler de la tradi, si tu as un système qui est différent. Ouais. Ok. Avant j'utilisais des outils complètement sur les crypto-monnaies, notamment le Fear and Greed Index. Je te l'avais partagé, je crois, sur la dernière vidéo qu'on avait fait, Stéphanie, ensemble. Je sais plus si c'était pour le sommet. J'utilise toujours les mêmes outils que je pourrais repartager si les gens en ont besoin dans la description. Ce sont des outils qui en fait permettent de voir tout simplement l'afflux monétaire sur les crypto-monnaies, enfin sur le Bitcoin, juste sur le Bitcoin, mais bon, c'est la crypto-mère, c'est l'indice de référence. Et aussi, bien sûr, j'utilise un autre indicateur qui permet de voir c'est un mélange entre les réseaux sociaux et c'est le Fear and Greed Index, je crois qu'on l'appelle, qui va montrer en fait l'envie d'achat ou la peur en fait. Ça oui, complètement. Maintenant je regarde même plus, parce qu'en fait ce que je remarque, et c'est ça, c'est chiant, mais c'est que ça marche. Plus on simplifie, plus ça marche. Alors ça fait chier parce que du coup on n'a plus envie d'apprendre. Mais en vrai, quand tu regardes, les cycles se respectent toujours, et je m'embête même plus. Là, ce que je sais, c'est que je vais attendre la fin. Donc moi je me la suis notée, je vais te dire ma fin de cycle, je me la suis notée quand? Moi, c'est juillet 2025. Voilà, donc juillet 2025. Je sais pas ce qui va se passer, mais je vends. Moi, je veux pas me prendre la tête. Et si, imaginons tu pourrais rehausser, imaginons qu'on ait une grande hype au premier trimestre 2025. Est-ce que tu vas te dire, ok, là, je suis content des bénéfices, je vais prendre une partie, je vais en garder un tout petit pourcentage pour juin-juillet, comme je m'étais dit, ou est-ce que tu t'en démords pas, c'est juin-juillet, tu vas t'adapter au marché, ou je pourrais m'adapter ou tu restes en données cycliques, excuse-moi. Cyclique premier, si je vois que la structure
elle est encore haussière, je peux laisser quelques semaines. Sinon, je vendrais d'un coup. Parce que... Pardon, excuse-moi. En fait, il y a plusieurs manières de vendre. Il y en a qui utilisent des indicateurs. Moi, je suis plus sur la structure de marché. En fait, quand on attend que la structure casse des points bas, en général, sur mes backtests, on est plus perdant d'attendre une cassure que de vendre un petit peu au-dessus quand on pensait que c'était le bon moment. Donc, je préfère vendre quand je pensais que c'était le bon moment. Et c'est pas grave si ça va plus haut. Et ça, c'est super intéressant parce que je m'intéresse beaucoup au système de trading. Je lis énormément là-dessus et moi-même, j'ai un peu dans l'idée de créer mes propres algorithmes. Et les stop-loss temporels, en vérité, c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé. Et j'ai fait de nombreux backtests qui semblent prouver que même sur le trading classique, tu fais du forex ou n'importe quoi, si tu as estimé qu'un certain temps de tenue de position est profitable, bah, des fois, au lieu de chercher des patterns ou des figures, des chandelles et compagnie, et ben en vrai, ça marche tout aussi bien. Et sur la crypto, j'ai l'impression, plus qu'ailleurs d'ailleurs, c'est assez pertinent en fait d'utiliser un stop-loss temporel à ce niveau-là. Ou un take profit temporel en l'occurrence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, on a des algos là qu'on tourne avec des principes de stop loss temporel. On se base sur le nombre de barres, de barres générées. Au bout de 10-15 barres sur une heure, bim, ça se clôture automatiquement. T'estimes que le mouvement est joué, ouais. Ah non, c'est super intéressant. Ouais. Alors là, t'as parlé du grid and fear index et c'est drôle parce que ce matin sur X, je voyais un gars qui justement, apparemment, ça fait quelques temps, j'ai pas vu son backtest ou quoi, mais je pense que ça me semble assez pertinent. Il disait, lui, tout ce qu'il faisait, c'était acheter quand c'était extrême fear et il vendait quand c'était extrême grid, mais il regarde même pas les prix, il regarde pas les chandelles, il ouvre rien. Il fait juste regarder le shit là avec la petite aiguille. Et je dis, en vrai, c'est pas con, parce que t'achètes forcément sur un bas et tu vends sur un haut, donc c'est une stratégie intéressante. Mais est-ce que tu fais un peu de data on-chain, des choses comme ça, comme on a eu Chantal qui est passée sur le sommet, qui elle va très loin là-dessus, elle va chercher, elle nous disait un espèce d'agrégat de hashtags, de cash tags sur les réseaux pour voir ce qui est à la mode et tout. Est-ce que toi, tu vas aussi loin que ça pour identifier aussi les narratives et les flux de façon plus précise? Moi, dans les données on-chain, j'utilise les cycles de 4 ans, en fait. Donc, je regarde le NUPL et c'est tout. That's it. Okay. Et, ouais, alors il y en a un autre aussi que je regarde, mais j'en utilise deux, dont le NUPL, et puis, en fait, ça détermine le bas et le haut, du Bitcoin, et c'est tout. C'est tout. Alors, mais tout à l'heure, quand tu parlais d'acheter les 10 cryptos, mettons, top d'une narrative, comment tu identifies ces narratives-là? Est-ce que tu y vas à l'oreille ou au feeling ou est-ce que tu achètes toutes les narratives qui sont proposées sur CoinGecko ou CoinMarketCap? Non, en fait, je regarde les narratifs. Je m'intéresse déjà à ce que c'est. Déjà, le gaming, j'essaie de comprendre. L'entertainment, moi, je joue pas aux jeux vidéo aujourd'hui. Pour moi, ça n'apporte pas de valeur, c'est juste un plaisir humain de jouer. On dépense notre argent pour des skins, des trucs machin. Est-ce que c'est un narratif crypto? Ça peut l'être, même si je suis pas inclus dedans. Je vais pas m'interdire d'en acheter parce que je ne joue pas. Donc je vais essayer de comprendre à travers les vidéos YouTube que je peux regarder sur le net. Ok. Et aussi sur les réseaux sociaux, s'il y a des joueurs qui sont dans la crypto et si ça les intéresse. Pour moi, le gaming, ça fait partie des narratifs qui peuvent prendre en valeur, mais je mettrai pas tous mes sous dessus parce que je suis pas à l'aise dans le domaine et parce que je suis pas un joueur et du coup je sais pas comment les joueurs pensent réellement. Par contre, RWA, comme je disais, j'ai des amis, ils ont développé des softwares où ils sont en train de vendre. Là j'ai un pote qui a développé, en fait ça s'appelle Illégal son truc. En fait c'est tu lui poses des questions comme si c'était un avocat et en fait il va te répondre t'as un sinistre dans ta maison, t'as eu un feu, quels sont tes droits, et il te répond tout. Et tu vois, j'ai des amis comme ça qui développent des trucs. Moi je connais ce domaine là, je sais le potentiel que ça a, du coup je suis plus confiant d'investir dedans et de mettre des gros sous parce que je vois le potentiel. Donc je prends de la data d'amis ou sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Et est-ce que tu nous disais que tu investis par narratif. Est-ce que tu investis sur plusieurs narratifs en même temps ou est-ce que tu en fais un, tu vends, tu refais un autre, tu vends
Bah là, je suis sur 3 narratifs, hein, gaming, RWA et IA. J'en ai je crois que j'ai 50% de mon portefeuille dans IA, mélangé avec RWA, et après gaming, c'est pas beaucoup, 15% je crois. Donc non, j'ai fait ça au début, je crois que c'était en janvier, mais j'ai rebasculé parce que en fait c'est trop, tu peux pas prédire en fait. C'est dur de timer. Ouais. Et du coup tu fais un flip. En fait tu fais un flip, genre tu dis allez je vais faire x2 sur ce machin là. Et après je vais revendre et puis je vais faire x2 sur RWA. Sauf que tu peux pas savoir lequel va pump en premier, c'est trop dur. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un bon point que tu amènes. Des fois, on a tendance à vouloir beat the market. C'est toujours l'objectif qu'on se donne. Comme tu disais tout à l'heure, nous, on va battre le Nasdaq. Et j'aime bien Anthony Robbins qui disait don't try to beat the market or the market will beat you. Et tu vois, avec sa grosse voix, son gros poing. Et j'imagine le marché qui vient me frapper pour avoir essayé de le provoquer. Donc, j'essaie de toujours rester humble. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu faire le malin et timer des choses, ça n'a jamais très bien terminé. Donc, moi, honnêtement, je n'avais jamais pensé... et j'aime bien ton approche de créer tes propres ETF. Tu te casses pas la tête, tu dis cette narrative marche, j'achète les 10 meilleurs projets et basta. J'essaie de timer au niveau des cycles et puis merci, bonsoir, on verra ce que ça va donner. Il doit y avoir une certaine quiétude dans ton investissement. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de zen. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as vécu des moments où tu as été plus challengé émotionnellement pour justement développer cette zénitude-là? Alors, je vais te dire, j'ai passé pendant... quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai passé mes 3 premiers mois 100% investi sur la crypto. Ça veut dire que j'étais dans la recherche constante des pépites. Et on dit souvent, plus l'humain touche aux choses, plus ça fait de la merde. En tout cas, moi, dans mes algos, plus je touche, plus on perd de l'argent. Donc, j'ai arrêté de toucher. Et la crypto, tu vois, je pense que c'est pareil. Et moi, il y a 2 trucs. Pour moi, il y a on va dire le côté dépensier, le côté on fait rien et le côté on s'investit. Moi, quand je dépense mon temps sur les cryptos, crypto qui est censé faire fructifier le patrimoine, je ne l'investis pas sur mon projet qui me génère mon cash flow. Donc en fait, je perds du temps sur mon business. Donc, je préfère investir mon argent sur les cryptos, avoir une moyenne moins intéressante que si j'y avais passé tout mon temps. Et encore parce que quand on touche, des fois on fait n'importe quoi à cause de nos émotions. Et je travaille à fond sur mon business qui me rapporte un gros cash flow. Et en fait, ça va se compenser et je ferai même plus d'argent en investissant dans la moyenne. Parce que oui, en fait, ta stratégie, plus ou moins, c'est ce qu'on peut dire, c'est que du coup, tu vises pas la performance, à te générer du stress, à trouver l'ATH parfait ou le bottom parfait. Toi, tu t'en fous, tu cherches pas un momentum, toi, tu cherches à avoir des revenus régulièrement, finalement. Donc, l'un dans l'autre, tu vas faire des gains peut-être moins, peut-être plus modestes, mais si t'en fais plus souvent, au final, ça revient au même. Sauf que t'as généré beaucoup moins de stress. Oui. C'est la manière, parce que les cryptos, je sais pas vous, hein, moi je suis sur ça pour faire de l'argent. Et du coup, vu que je suis là pour faire de l'argent, je me dis pourquoi je passe autant de temps dessus. Il y a pas que les cryptos. Il y a des gens, il y avait un gars, je sais plus comment il s'appelle. En 2011, il avait une Lambo. Il était dans la finance, il a vendu sa Lambo, il a fait all-in sur le Bitcoin. Aujourd'hui, il doit avoir un patrimoine de 250 millions, quelque chose comme ça. Et je connais d'autres mecs, et on peut les voir sur YouTube aussi, il y a même pas 10 ans, donc il y a 10 ans c'était en 2014, donc après, ils ont fait des business, ils connaissent pas la crypto, ils sont plus riches. Du coup, en fait, si on fait ça pour l'argent, il y a des fois nous les cryptomanes on est un peu obstinés en se disant c'est le meilleur marché, et je trouve que c'est vraiment le meilleur marché pour faire fructifier son patrimoine quand on connaît, mais il y a plein d'autres moyens moi j'ai voulu ne pas m'obstiner à passer tout mon temps dessus et à combiner un business à côté.
Bah écoute, c'est super intéressant. Tu fais bien de rappeler que le temps, c'est aussi, on parle beaucoup d'argent, mais la deuxième ressource est peut-être la plus précieuse parce qu'elle est limitée, c'est le temps. Donc évaluer l'un par rapport à l'autre, je trouve ça très pertinent. Et ça, là, si on parle peut-être un peu plus de ton business, du coup, qui, si j'ai bien compris, touche plus à la finance tradi. Donc toi, tu fais des algos. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu utilises comme plateforme? Est-ce que tu le fais sur TradingView? Est-ce que moi, à l'époque, je faisais ça sur ProRealTime et avec le broker IG. Est-ce que tu veux en dire plus là-dessus? Est-ce que c'est des algos plutôt court terme? Tu fais du scalping? Est-ce que ça fait du suivi de tendance, des choses comme ça? Ouais, avec plaisir. Nous, on fait ça, c'est en intraday. En fait, on a un portefeuille de 10 à 25 stratégies. Aujourd'hui, on en a 10. Ce sont des stratégies décorrélées. Donc, ça veut dire que quand tu as une stratégie qui va acheter, l'autre, elle peut être en position vendeuse. Donc, ça veut dire que quand on a une qui va perdre, l'autre, en général, va générer des gains. Donc, soit, de manière générale, notre courbe, elle va être plutôt droite. On peut avoir quelques pertes. Ça peut arriver. Mais en général, ça va monter au fur et à mesure. Donc, on est sur un système de stock loss take profit, qui est un système classique, le plus connu, et combiné de plusieurs stratégies. Et on a un roulement, en fait. On a un roulement. Tous les mois, on va mettre à jour le portefeuille parce qu'on fait du data mining. Ça veut dire que on va se baser sur les ticks de marché. Nous, on va se baser sur du Excel. On va pas regarder, tiens, la courbe, elle est en hausse, elle est en baisse. On s'en fout. On va tout simplement se baser sur le dernier mois, qu'est-ce qui s'est passé. On génère nos stratégies, on les optimise sur ce dernier mois-là. On les backtest pour voir si elles sont rentables sur les 5 dernières années. Et puis après, on les envoie sur le marché en vérifiant bien qu'on est décorrélé. Donc, on appelle ça le principe de faire du machine learning, en fait. C'est qu'on va analyser les données du passé et avec ça, on va pas prédire le futur, mais on va mettre les stratégies qui sont les meilleures, quoi. Ok, donc tu as un mois de data à chaque fois que tu actualises et tu dis que tes backtests c'est 5 ans, pas plus. T'essayes pas de faire de tester la robustesse de ton système parce que tu parlais tout à l'heure de simplicité et une des choses que j'ai appris moi dans mon parcours quand j'ai voulu créer des systèmes, c'est que j'avais tendance à surdesigner mes systèmes, à les rendre très très profitables mais sur des configurations de marché qui sont tellement particulières que finalement dès qu'on en sort, mon système perdait tout intérêt. Et au final, les systèmes les plus simples sont les plus robustes et ceux qui ont le plus de chances de performer sur du long terme. Et du coup, est-ce qu'à 5 ans, est-ce que tu arrives tu penses que c'est assez long comme horizon de temps pour valider ça? Ouais, en fait, l'idéal, c'est tu vas le plus loin dans le marché, tu fais un 1980 machin, tu prends l'historique du marché, nous on a un logiciel institutionnel qu'on a craqué, pour être franc avec toi, qu'on utilise et que en fait il va nous prendre tous les indicateurs qui existent. Il va ensuite il va analyser des millions et des millions de stratégies par heure et elles seront toutes mauvaises quasiment et au bout d'une journée de recherche, il va t'en sortir une ou deux qui seront bonnes en fait. Sauf que plus tu prends d'années, la capacité de calcul, nous on est sur les derniers Ryzen particuliers de dernière génération là, qui coûtent 700 € pour un PC. Ta stratégie, t'en fais une tous les 24 heures sur 5 ans. Donc en fait, si tu veux avoir un truc super robuste, c'est super long. Genre t'attends une semaine ou deux avant d'avoir ta stratégie. Et du coup, ce qu'on utilise, parce que c'est intéressant, vu qu'on n'a pas assez de puissance de calcul, c'est ce qu'on appelle du forward testing. Donc tu vas générer ta stratégie sur les 3 premières années, donc on va dire allez, 2019 à 2022, et 2022 à aujourd'hui, tu vas la forward tester. Donc c'est une période qui n'a pas été connue pour la génération de ta stratégie. Ça c'est ce qu'on fait. La deuxième des choses qu'on fait, c'est qu'on utilise le Monte Carlo. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Monte Carlo, en fait, ça va mettre de manière hasardeuse ta stratégie. Tu augmentes les frais de transaction lorsque tu rentres ou que tu sors sur le marché. Tu vas ouvrir, au lieu que ça ouvre à 13h22, tu vas l'ouvrir à 16h22. Et du coup, si c'est encore rentable, on va la garder. Donc c'est ça les outils qu'on utilise pour pallier justement la robustesse. Ah, super intéressant. Et quel marché tu traites du coup? Est-ce que c'est le Forex, les actions, les indices? Forex et indices. Forex et indices, d'accord.
Et est-ce que t'as par exemple sur le forex, est-ce que t'as des paires bien identifiées, ou est-ce que ça dépend vraiment justement des configurations du marché, et ça aussi ça peut être amené à changer d'un mois sur l'autre? Souvent, celles qui ont des tendances, le JPY, tout ce qui est contre le JPY, ça marche assez bien. Et le CHF aussi. Ouais. Ok. Le CHF. Ça marche. Le CHF aussi. Ok. Ouais. Parfait. Good. Est-ce que tu penses du coup, peut-être la dernière question, parce que je pense que Stéphanie, tu voulais qu'on fasse des épisodes pas trop longs. C'était quoi déjà le temps? 45 minutes, 1 heure. Ok, on a encore un petit peu de temps. Je suis désolé, peut-être ça part un petit peu, mais c'est super intéressant et c'est rare que j'ai la chance de discuter avec quelqu'un qui a les doigts et la tête dedans. Parce que c'est une vraie question que les gens ont, je pense, c'est de dire, t'en parles, puis ça a l'air tellement, pas facile, parce qu'on se rend compte que c'est des outils, il faut avoir quand même compris certaines choses et tout. Mais quand on pense aux hedge funds, à ces entreprises, ces institutions qui ont une force de frappe que nous on n'arrivera jamais à avoir à notre échelle en termes de d'embaucher les plus grands génies des écoles, à avoir de l'argent, à avoir des réseaux informatiques dingues, avoir accès à toute la donnée avant toi. Est-ce que vraiment tu penses que le trading algorithmique, on peut avoir un edge, le fameux avantage par rapport à ces institutions, et si oui, comment toi t'as réussi à trouver le tien? Et est-ce que tu penses que ça peut se jouer sur du court terme, ou est-ce que l'individu moyen il peut seulement s'en sortir sur des très longues tendances puis aller grappiller ici et là? Ouais, je vois. En fait, nous, si on arrive à être rentable, c'est qu'on a une liquidité super faible, quoi. 2 millions, c'est rien. On est des mignons, quoi. Même si tu trades avec 100 millions, c'est tranquille. Eux, c'est parce qu'ils ont des milliards et des milliards à gérer, et du coup, ils ont un problème de liquidité. Mais on a de la chance d'avoir moins de connaissances et d'être rentable quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de liquidité. Parce qu'on aurait la même liquidité avec les petits PC rikiki qu'on a particuliers et puis nos connaissances, c'est sûr, on se ferait marcher dessus. Donc je pense que c'est grâce à la liquidité qu'on arrive à s'en sortir et arriver aussi à faire des performances intéressantes. D'accord. J'avais jamais pensé que ça pouvait être un avantage. Je savais qu'il y avait une question de liquidité, de rentrer sur les marchés qui sont assez liquides pour que tu puisses rentrer et sortir. On le voit sur les cryptos. Quand on va sur des cryptos trop small cap, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi. Tu as de la misère à rentrer, tu as de la misère à sortir et tu dis c'était pas une bonne idée de rentrer là. Mais j'avais pas pensé que la taille de ton capital pouvait être un avantage du coup. Et est-ce que tu penses que ça peut être un frein à votre évolution si ton fonds il grossit, tu as de plus en plus de clients qui sont intéressés? Est-ce que toi tu vas limiter ton nombre de clients pour rester là-dessus, ou est-ce que tu feras évoluer ta structure et ton système pour pouvoir grossir? Ça a bugué. Ou est-ce que tu feras évoluer, tu disais? Ton système, ta structure pour justement ne pas avoir une espèce de carapace qui va te bloquer et t'empêcher de grandir. Ouais, en fait ça se fait automatiquement, parce que plus t'as de monde, plus tu prends de frais, plus t'as d'argent, plus tu peux payer des gens qui ont des compétences. Un mec qui code en Python, qui est talentueux dans son domaine, qui fait des bons algos, c'est minimum 600 000 euros par an. Quand t'as l'argent, tu le payes. Et du coup, en fait, t'attires à toi les compétences. Moi, ce que je me restreins, ce que je dis toujours à mon partenaire, c'est les seules personnes qu'on devra recruter, c'est des gens qui ont au moins 10 ans d'expérience dans leur domaine. Parce que ces gens-là, et en fait, ça va être nos employés, mais ça va être aussi nos mentors. Parce qu'ils vont nous apprendre ce qu'ils ont appris 10 ans à l'école ou ce qu'ils ont appris 10 ans ailleurs. Et du coup, t'attires à toi les connaissances et t'évolues en même temps. Donc, ça me fait pas peur du tout. L'argent attire l'argent et les banques, bizarrement, ne prêtent qu'aux riches. Ah. Le système est très fair, on le sait bien. Et est-ce que du coup c'est une des raisons de ton expatriation sur Dubaï? Est-ce que c'est une plaque tournante pour tout ça, ce type de business? Est-ce que ça te donne accès à peut-être un public plus intéressant, des partenaires, des rencontres, je sais pas? Dubaï, c'est pour la concentration et les taxes. Okay. J'ai pas fait de business encore ici. Ok, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il manquait la structure officielle, on va dire, pour le fonds. Donc là, tu es en train de regarder pour créer une entité en fait qui va pouvoir gérer ça, quoi. Ouais, c'est possible, mais en fait, là, une entité, c'est difficilement rentable déjà. Sauf si tu trades avec tes propres fonds, parce que
t'as pas de taxes, etc. Mais quand moi, tu m'envoies de l'argent sur ma société, j'ai une assurance à avoir. Faut que je paye une assurance. Ça coûte de l'argent. Faut que mes performances, par exemple sur 100 000 euros que tu vas m'envoyer, je vais devoir payer 200 euros par mois. Donc j'ai intérêt à chaque année à faire au moins des performances égalant les coûts de l'assurance de ton dépôt pour être rentable. Donc c'est tout un bordel qui m'intéresse pas encore. Ok, ouais. Pour être franc. Et je sais pas si toi t'as vécu ça. Donc en fait, on avait monté un petit fonds, mais c'était vraiment des amis et de la famille. Donc nous, on parle de 50 000, donc c'était vraiment pas les mêmes chiffres que toi. Mais une chose qu'on avait remarqué, c'est que la psychologie, déjà on sait, nous en tant qu'investisseurs, et on va pouvoir parler un peu de psychologie comme ça nous influence énormément. Mais quand tu gères l'argent des autres, leur psychologie commence à devenir un paramètre qui rentre dans ton équation. Et tu vois, par exemple, j'avais vu, je crois que c'est Warren Buffett qui avait fait ça, j'avais trouvé ça assez brillant au début de son fonds. Je crois qu'il en parle dans sa biographie Boule de neige, ou l'effet boule de neige, un truc comme ça. En gros, il avait fait Banaf qu'ils avaient perdu de l'argent. Et à la fin, il avait dit bon, on a perdu de l'argent cette année et tout. Il y en a plein qui s'étaient barrés parce que forcément, il y en a plein comme nous, on choisit des cryptos, on peut faire un peu d'aller-retour comme ça. Il y en a, ils vont faire ça, ils prennent un gestionnaire de fonds. Et puis s'il y a une mauvaise perf, ils disent bon, c'est un tocard, on se barre. Et en fait, tout le monde s'était barré. Il avait dit non, finalement, on a gagné de l'argent, mais tous ceux qui sont partis, vous rentrez pas. Et ceux qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de rester avec moi, même dans la perte, vous avez le bon mindset pour être mes clients. Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose comme ça où la psychologie de tes clients t'a impacté, et est-ce que tu as mis en place un dispositif pour filtrer tes clients et être sûr qu'il y a une bonne adéquation entre leur mindset et toi, ta perf, parce que si tu veux battre le Nasdaq, j'imagine qu'il y a quand même de la volatilité dans ton système. Comment tu as fait pour que tout ça se passe bien? Ouais, en fait, tu te l'as dit, ça se filtre automatiquement. D'ailleurs que on est monté à 2 millions. On était à 410 investisseurs, là on en a 270. Le chiffre a pas trop changé. Parce que, en fait, ce sont la plupart du temps des petits investisseurs qui ont peut-être 100, 2000 euros. Je veux pas dire que tous les gens qui ont un petit portefeuille sont pauvres en termes d'éducation, mais souvent c'est le cas, et on a pu le prouver du coup. Mais ceux qui ont posé les plus gros billets, j'en ai un qui a posé 700, il a pas bougé. Et en fait, c'est les gros investisseurs en général vu qu'ils ont déjà réussi à faire de l'argent. Ça peut être d'un business, ça peut être de l'immobilier ou peu importe, ou leurs parents, héritage, ça arrive pas tout le temps. Du coup, ils ont la transmission de l'éducation financière. Ils comprennent ce qui se passe. Du coup, ça se filtre automatiquement, et souvent les gros qui restent dans les périodes où ça peut aller mal d'ailleurs. Ouais. Du coup, le fait que c'est comme on dit, hein, l'argent appelle l'argent, c'est que quand tu as de l'argent, t'as un lâcher prise inné en toi, parce que du coup tu t'en fous. Si tu perds $1000, tu perds $1000, t'en as rien à foutre. Alors que les gens qui ont des petits portefeuilles, s'ils perdent 50% de leur portefeuille, ils sont en panique parce qu'ils ont besoin de cet argent. C'est nécessaire. Ils arrivent pas à lâcher prise parce que c'est un besoin. Et donc du coup le mindset est pas du tout bon, et comme c'est un besoin, ça marche pas dans 99% des cas. Tu finis par perdre cet argent. Et moi je sais que je faisais du copy trading avec mon groupe passé un moment, et je l'ai arrêté 2 fois. Parce que et là il est toujours en arrêt, parce que moi j'arrivais pas à gérer ça. C'est-à-dire que moi j'avais fait, comme tu as dit, j'ai un formulaire sur mon. En fait, la première fois j'ai rien fait. Les gens pouvaient s'y mettre et c'était correct. Et il y a eu FTX où j'ai perdu beaucoup d'argent sur mes trades avec la chute d'FTX, la cascade de liquidation de FTX. Le truc, c'est que moi ça m'impacte trop. Je n'arrive pas à me détacher de la responsabilité d'avoir fait perdre de l'argent aux autres finalement, alors que c'est pas du tout ma responsabilité. Les gens m'ont suivi, ils étaient conscients des risques, c'est eux qui ont décidé de suivre ou pas, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais moi, j'arrive pas à prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Donc j'ai arrêté le copy trading. Puis ensuite, je l'ai repris. Et ce que j'ai fait, c'est que, comme tu dis, j'ai fait faire un petit formulaire en expliquant les risques, les machins, les trucs, que les gens assument leurs responsabilités et tout ça, en me disant, moi, ça va me décharger parce que j'ai un papier signé comme quoi il s'engage, il sait que c'est risqué, donc moi ça va me décharger de ça. Pas du tout. Ça n'a pas marché.
Et ce qui est très curieux, c'est que du coup, quand je trade pour moi, j'ai un taux de réussite quand même très acceptable. Dès que je me mets à partager mes trades, je les chie tous. Ouais. Parce que je me mets une pression qui n'est pas juste, parce que les gens sont responsables de leurs actes. Donc s'ils le font, ils le font. Mais moi, personnellement, en tant que Stéphanie, je n'arrive pas à me détacher et à lâcher prise avec ça. Et à chaque fois que je trade pour quelqu'un d'autre, enfin pas pour quelqu'un d'autre, mais que je fais bénéficier les autres de mes trades, je les plante. Et quand je trade que pour moi, eh ben mon lâcher prise me permet d'avoir de bons résultats. C'est dingue ça quand même, ce mindset. Ouais. Hein. Ah, c'est le fameux scared money don't make money. Dès que t'as même si toi t'as pas peur pour ton argent, mais t'as peur pour ceux des autres, bah l'effet est là et du coup t'es moins dans la zone, tu sais, la fameuse zone des traders dans laquelle tu lâches prise, comme tu dis, j'aime bien l'expression, et tu vois le marché tel qu'il est et t'es capable de t'ajuster et en fait ouais, tu te mets à raisonner avec d'autres trucs quoi. T'as pas été trop victime de ça toi, Rémi? Ouais. Alors pour le coup, moi, vu que je suis sur des algos, c'est pas moi qui les crée. Enfin, si c'est moi, mais c'est pas moi qui vais trader. Donc ça me gêne un peu moins. Ouais, okay. On t'a perdu. Si tu veux refaire ta phrase, on va couper. Ouais, je disais, vu que c'est pas moi qui trade directement, ça me gêne un peu moins. Nous, le focus pour nous, c'est de se concentrer sur notre routine hebdomadaire de génération stratégie et c'est tout. Par contre, là où je reviens sur un truc que t'as dit, Stéphanie, c'est que t'as beau mettre un panneau d'affichage, ça marche pas du tout, ça je suis d'accord avec toi. Non, mais j'ai un pote, c'est en toi. Ce qui est un truc qui pourrait t'aider, mais il faudrait être à plusieurs. Moi, j'ai un pote, il a 15 traders sur son fonds, et en fait, ils travaillent tous en démo. Ils travaillent tous en démo, et le gars, il fait un bilan, donc comme nous, c'est tous les mois. Et en fait, il va prendre le gars qui a fait sur les 3 derniers mois les meilleures performances. Et le gars, il est pas prévenu, hein. Il trade sur un compte à 200 000 en démo. Et en fait, il va connecter le démo sur le marché réel. Ah, super intéressant. Et du coup, lui, il va continuer sa routine de trading. Il est pas au courant, le petit trader derrière son PC. Et au final, il est en train d'envoyer des ordres au marché. Ah, tu sais que c'est super, ça me fait penser, alors c'est super sinistre ce que je vais dire, mais tu sais, quand il fusillait les gens, vous m'avez pas vu venir là. Quand il fusillait les gens, en fait, il se rendait compte que la pression mentale pour les gars qui tiraient, c'était trop fort, en fait. Les mecs, ils faisaient des dépressions, ils se suicidaient et tout. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils mettaient 10 gars avec un fusil, il y avait une balle dans un seul fusil, et tout le monde tirait. Donc, effectivement, le gars en face était mort, mais tout le monde pouvait se dire, c'était pas mon gun qui était chargé, c'était peut-être celui d'à côté. Et c'est un peu la même idée, finalement, d'avoir plein de traders, et du coup, bah, il y en a un qui trade, mais il sait pas trop, et du coup, ça permet de garder le mindset, compte de démo. Intéressant. C'est vraiment incroyable Oui, je suis d'accord avec toi, Rémi. L'histoire est bien, très inspirante. Mais moi, je trouve ça dingue d'être impacté autant par les émotions. C'est-à-dire que comme tu dis, ton trader, il sait pas qu'il trade pour de vrai. Du coup, il réussit parce qu'il se met pas de pression inconsciente, parce que c'est totalement inconscient. On n'a pas conscience qu'on se met cette pression, en fait, hein. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que quand tu fais des comptes de démo, tu gagnes tout le temps parce que justement, tu sais que c'est pas ton argent. Donc, tu t'en fous que tu le perdes. Et on en revient à ce fameux lâcher prise, justement. Et dès que tu sais que c'est du vrai argent, tu fais plus du tout la même chose, t'appliques plus du tout tes stratégies. Ouais. Mais inconsciemment, tu t'en rends même pas compte. C'est dingue, comme on se pourrit la vie tout seul, quoi. Et c'est Mark Douglas, je sais pas si vous connaissez, qui a écrit justement pas mal de livres sur la psychologie du trading, et il conseille vraiment d'aborder le trading comme un genre de casino, mais t'es pas le client du casino, t'es le casino avec un système statistique en place. Et en fait, justement, c'est très un peu critiqué cette idée de trader sur un compte démo, parce qu'on dit tant que t'as pas du skin in the game, tu vis pas vraiment les émotions. Mais lui disait au contraire, vivez-le au début et essayez de capter émotionnellement à quoi ça ressemble, parce qu'en fait, c'est votre objectif. En tant que trader, votre objectif, c'est d'arriver au même niveau émotionnel que si vous tradiez d'un compte démo, mais vous êtes sur un vrai compte. Et de le vivre au moins une fois, bah, tu sais, c'est fake it until you make it. Tu l'as vécu, tu es capable de l'imprégner dans ton corps, et après, c'est de tendre toute ta vie de trader à revenir à cette émotion-là. Ce que je trouve quand même très intéressant. Il y a un autre truc aussi qui te permet de lâcher prise, mais je trouve que c'est très, très, très difficile. C'est d'accepter ta perte. C'est-à-dire que tu dis que, ok, je passe mes trades et tout ça, je vais mettre des stop-loss, des machins, bon bref, j'accepte de perdre $1000 aujourd'hui. Ça va pas entacher mon budget. Alors peut-être qu'il y a des gens plus... T'as un gros capital, Stéphane. Oh, voilà. on va baisser un petit peu. Disons, j'accepte aujourd'hui de perdre $100. Mais si tu l'acceptes vraiment, pas, j'accepte de perdre, ça me fait chier, mais je vais l'accepter. Non.
Si t'acceptes vraiment au fond de toi que cet argent est déjà perdu, donc tu l'enlèves déjà de ton compte en banque, il n'existe plus, il est perdu. Ouais. Si t'acceptes vraiment cette notion, du coup tu lâches prise. Ouais. Du coup tu n'es plus en pression et du coup tu gagnes. Ouais. Tu vois? Bah, un petit trick mental pour ça, parce que c'est comme l'estimation du temps. L'humain est trop optimiste. Dès que tu dis je vais faire ça en 1 heure, bah maintenant ma blonde elle le sait, elle me dit x2 c'est 2 heures. Et ben quand je faisais beaucoup de trading, c'est ça que j'utilisais parce que j'essayais de faire ce que tu disais et en fait je me mentais tout le temps. Donc la somme avec laquelle je me semblais confortable, je la divisais par 2. Et là j'ai trouvé que c'était un sweet spot pour moi. Donc si je dis 100 balles, bah, je vais mettre juste 50 balles en risque sur la journée. Et à ce moment-là, je trouve qu'on arrive vraiment à quelque chose de cohérent pour toi et d'écologique, on va dire. Mais ce qui est très difficile sur le marché des cryptos, alors le marché traditionnel, je pense que c'est peut-être un petit peu moins difficile parce qu'il y a moins de volatilité. Mais sur le marché des crypto-monnaies, c'est très très difficile parce que la volatilité est tellement énorme que tes stop-loss ils sautent comme ça en une fraction de seconde pour rien. Donc du coup, ça veut dire que si tu veux mettre un stop-loss dans les cryptos, il faut soit que t'es vraiment sûr de ton trade et dans ces cas-là, sûr du plus que tu peux l'être. Et dans ces cas-là, t'acceptes de perdre une petite somme parce que tu sais que ton stop-loss risque de ne pas être entaché. Mais si t'as pas un trade magique, moi j'appelle ça les trades magiques où il y en a un, tu sais que il y a plus de chances qu'on parte à la hausse ou à la baisse ou whatever. Mais si t'as pas ce genre de trade, c'est très compliqué de mettre un stop-loss parce que du coup, comme la volatilité est tellement grande, tu peux pas mettre $50 de stop loss, tu vas forcément mettre 50 ou 60% de ton truc. Et là, c'est plus du tout la même chose. Perdre 60% de ton investissement, c'est pas du tout la même chose, là. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est la raison pourquoi, Rémi, tu vas plutôt faire les algos sur le traditionnel que sur la crypto? T'avais essayé sur la crypto, ça fonctionne moins bien à cause de cette volatilité? En fait, sur la crypto-monnaie, les phases de range, elles sont parfaites pour faire les algos. Les phases baissières, elles sont excellentes. Les phases haussières, impossible de battre. Impossible de battre. C'est mieux d'acheter en bas et d'attendre. Du coup, parti sur principe, on a décidé d'être simplement investi sur le cycle sans y toucher. Par contre, sur les phases de bear market, là, on a des algorithmes, bien sûr, et on pourra les allumer quand ce sera le moment. Intéressant. C'est marrant, ça. Ouais, parce que moi, quand je faisais je tradais beaucoup, j'ai fait beaucoup en 2021, j'ai établi des scénarios justement pour les robots de trading, basés sur tout un tas d'indicateurs. J'en avais fait plusieurs et j'en avais 3 qui marchaient vraiment, vraiment super bien. Mais, c'est qu'elle marchait en range, elle marchait en marché haussier, mais en bear market, j'ai jamais réussi à les faire marcher. Faudrait qu'on s'associe. En fait, c'est en boule. Nous, ça marche, mais j'ai estimé que c'était pas rentable en termes de temps investi et de ce que allait rapporter. En fait, faut que tu accumules de la crypto-monnaie et en bear, faut que tu accumules de l'USDT. Et du coup, tu vas faire en sorte de trader sur les peu de retracements que tu vas avoir et dès que ça va descendre, il y a aucun trade qui se passe. Donc c'est globalement comme ça que nos algos bear market fonctionnent. D'accord. Super intéressant. Je pense qu'on arrive vers la fin de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi, la fameuse question plutôt philosophique. Est-ce que quelle a été peut-être la plus grande leçon que toi dans ton parcours tu as pu apprendre et peut-être du coup ce même conseil que tu donnerais à ton toi 10 ans plus tôt, t'as l'air un peu plus jeune que nous, fait que peut-être qu'il y a 10 ans t'étais pas trop là-dedans, mais mettons à quelqu'un qui commencerait aujourd'hui, quel conseil de vie tu voudrais lui partager? Ouais, je pense que ce qui serait intéressant, c'est alors moi, erreur, je dirais, c'est d'avoir voulu m'écouter moi en premier sur mes décisions. Plutôt que d'écouter d'autres personnes, parce que je me suis dit ils ont une raison un petit peu, ils voient les choses pas assez loin. Moi je voyais loin en fait, mais je voyais loin avec mes faibles compétences. Catastrophique ce truc là. Donc recommandation pour éviter de pallier aux énormes pertes qui ont pu être générées, c'est définir un objectif, prendre de la data et dans cette data trouver la personne la plus compétente et faire ce qui est dit, sans réfléchir. Parce que de toute façon, le temps que tu apprennes ces compétences, ça va te mettre des années, tu vas louper le boulot. Donc, autant appliquer ce qui est dit
et après tu apprendras à la fin du bull run. Ou pendant, mais le trade est pris. Écoute, c'est un très bon conseil et je l'avais jamais entendu. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois toujours à Dubaï. Ouais. Les poches pleines. Dans 10 ans, je me vois encore plus beau. Je me vois avec plus d'argent. Je me vois avec un réseau humain beaucoup plus conséquent. Je me vois avec des compétences encore plus importantes dans la vente, dans les relations humaines, dans la création de contenu comme ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, et aussi dans la valorisation de société et la création de fonds d'investissement. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bonne chance dans ce parcours. Honnêtement, tu es très inspirant, Rémi. Je tiens à te le dire. J'ai adoré discuter avec toi. J'espère qu'on restera en contact. Merci Stéphanie de nous avoir présenté. Et merci à vous qui êtes encore là. C'est le moment de passer à l'action. Un petit like sous la vidéo. C'est quoi, Rémi, le meilleur moyen de te joindre pour ceux qui voudraient te suivre sur les réseaux ou si tu as un site web? Ouais. On peut me rejoindre sur Telegram, @Rémi Mignot, REMYMIGNOT. Ce sera avec plaisir de répondre. Parfait, super, et tous les liens seront en description de toute façon. Donc merci encore pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Crypto Summit. Salut tout le monde. Bye.